Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, les 30 meilleures minutes de la passionnante discussion que j'ai eue avec le chroniqueur, le journaliste, l'animateur Patrick Lagacé, rare qui fait des entrevues personnelles, notre ami. Alors, profitez de ce moment précieux. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, prenez 2 instants pour vous abonner, vous inscrire. Comme ça, vous allez recevoir les alertes des nouveaux épisodes. Et en plus, prenez 2 instants, faites des petites étoiles, des petits commentaires. Ça nous aide toujours à se faire connaître. Bonne rencontre. Balado, épisode 10. Patrick Lagacé. 3, 2, 1. Tu vas toujours brailler, OK? Donc, il faut que tu aies un certain recul. Pendant la pandémie, là, c'était tough parce qu'il y avait rien d'autre à faire que d'être empathique. Là où j'écrivais 2-3 chroniques par semaine, j'en écrivais 4, 5, 6 des fois. Les histoires tombaient de partout. Ça a été dur. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Patrick Lagacé, salut. Salut François. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, tu m'as invité bien gentiment et puis... Écoute, tu es tellement dadon, comme on dit en bon québécois. Quand on t'appelle, t'es toujours intéressant. Parce que quand j'ai parti ce podcast-là, j'ai fait mon shortlist de monde avec qui ça me tentait. Pas de prendre une bière, mais moi, je bois des bulles. Ouais. Puis, honnêtement, quand j'ai fait send dans le courriel, j'ai fait « Ah, ils vont me dire non. » Parce que je t'ai stalké sur le web. T'en donnes pas souvent des entrevues. Ben, écoute, je suis dans le jus. Je sais pas comment te dire ça autrement. Je travaille beaucoup. Ouais. Puis après ça, ce qui reste, j'essaie de le protéger le plus possible. Mais tu sais, une fois par mois, j'en fais. Mais ça n'a pas été facile de me booker. Ah non, ouais, tu me donnes. Écoute, on a joué à tag. On a joué à tag longtemps, là. Puis là, finalement, je suis là. Les gens qui nous suivent sur YouTube, j'ai lavé mes mains juste avant. Merci. COVID oblige. Hey, santé. Chin, via une vitre. Ouais, c'est le fun parce que la façon dont on l'a placé sur YouTube, le monde la voit pas. Ah non? Fait que, les gens vont vraiment penser qu'on fait vraiment un vrai chin. OK. Oui, parce que c'est ingénieux. Puis ceux qui nous écoutent en audio, COVID oblige, on a un plastique de dépanneur de caisse enregistreuse de IGA entre nous deux. Qu'est-ce que je te souhaite? Que la vie continue d'être belle. Tout simplement. Derrière ceux que les gens pensent être un bagarreur, ça se peut-tu qu'il y ait juste un petit bon Jack? Écoute, je suis mauvais public, là. OK. J'aime penser que oui, comme on le pense toujours. Mais tu sais, les gens sont multiples. Plus je vieillis, plus je me rends compte de ça, plus j'accepte ça. Les gens qu'on pense connaître sont beaucoup plus complexes. On est tous complexes. On est rarement défini par une chose. Je trouve que de ce temps-là, dans la vie publique, je regarde ce qui se passe à gauche et à droite. Puis, tu sais, on va faire abstraction de tout ce qui tombe dans le code criminel pur et simple. Tu comprends, là, de la grosse préméditation, là, de la grosse agression. Mettons ça de côté. Je trouve qu'il y a, de ce temps-là, beaucoup de gens qui sont écorchés pour des erreurs, pour des accros, qui, à une autre époque, n'aurait même pas été mentionné. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit mentionné? Peut-être, mais il ne faut pas faire l'erreur, je pense, de penser que telle ou telle personne n'est que tel ou tel événement. On a l'étiquette facile. Oui, et avec le tribunal populaire, tout le monde y va, tout le monde donne son opinion. Ça aussi, c'est correct, on ne va pas revenir en arrière, mais rappelons-nous que les gens sont complexes. Il y a quelque chose d'effrayant dans cette époque-là, où tu fais un statut Facebook, ça pogne en feu, et la personne ciblée se dépatouille avec ça. Et je ne parle pas seulement, François, je parle pas seulement des gens qui sont des personnalités publiques. Je te croise dans la rue, je te vois faire quelque chose, je prends une photo de toi, t'es pas connu, je te mets là dans mes réseaux sociaux, ça met le feu, ça devient viral, t'es une personnalité publique soudainement. Oui, tu deviens la vedette du moment. Tu deviens la vedette du moment. Clairement. Et je trouve qu'il y a un potentiel d'erreur là-dedans, d'exagération aussi. Ta motivation première, ce serait l'altruisme. Ben, je pense que oui. Il y a un côté très altruiste qui veut aider les autres chez moi. Écoute, c'est niaiseux, là, mais
Je te dirais pas les choses que je fais qui relèvent de la vie privée pour aider du monde. Ça m'appartient, puis je le mets pas en vitrine. Mais un exemple qui est juste cocasse. Mais ma blonde m'a dit ça hier, on marchait, puis il y a un vélo qui est stationné, puis là où la cycliste a oublié sa petite lumière, il fait noir, puis je sais c'est quoi, puis la lumière fonctionne. Fait que je reviens sur mes pas, puis j'éteins la lumière. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé d'oublier ma lumière de vélo, puis quand t'arrives pour la repartir, quand ça fonctionne à batterie ou à Dell, whatever, là, ben t'en as plus, elle marche plus. Puis là, mais c'est pas tout le monde qui aurait reculé. Moi, je me suis dit, hey, ça c'est plate quand ta lumière est brûlée. Tu sais, peut-être que cette personne-là allait repartir et se casser la gueule parce qu'elle n'a pas vu une fissure dans la rue à Montréal, etc. Mais oui, ça c'est un exemple que je te donne. Moi, je tiens les portes pour les gens. J'ai été élevé comme ça. T'es important, là, mais le monde autour de toi sont aussi importants. Fait que prends ton gaz égal. Deuxième motivation forte, t'as l'idéologique pas mal dans le tapis. T'as des idéaux forts, tu sembles être basé sur un schème de valeurs. Puis habituellement, quand les gens ont des valeurs fortes, quand on rentre dans ces zones-là, sont moins négociables parce que... Écoute, j'ai des valeurs, mais je suis pas prêt à dire que j'ai une idéologie forte. Moi, tu sais, politiquement, centre-gauche. Mais sincèrement, la gauche est en train de devenir quelque chose qui n'existait à peu près pas quand j'étais jeune. C'est une nouvelle gauche qui est plus basée sur les identités. Fort bien. Je me reconnais moins là-dedans. Non, mais dans les idéaux, il y a la justice. Et là, il y a la liste des idéologies, c'est très, très, très large. Tu sais, des grandes valeurs. Il y a des gens qui, justement, disent « Moi, je peux pas voir quelqu'un être victime d'une injustice parce que je vais me mettre devant. » Fait que clairement, il y a certaines valeurs qui ressortent. Puis c'est fascinant parce que les questionneurs sont pas capables de dire c'est quoi les valeurs. Fait que là, des fois, quand on s'amuse à faire de l'analyse plus longtemps, il faut gratter des fois pour aller trouver. Puis souvent, quand je disais, je fais beaucoup de debriefing avec du monde, si tu veux trouver c'est quoi ta grande valeur, c'est quoi la dernière fois quand tu regardes un film que tu t'es mis à pleurer en plein milieu en disant, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi cette affaire-là? Ou que tu es venu comme, tabarnak. Tu fais que, hey, et là, ça va chercher des espèces de zones, là. Ben, l'injustice, tu sais, je peux pas redresser toutes les injustices, mais les histoires qui viennent me chercher quand on me les soumet, là, quand on me propose une entrevue ou quand on me propose une chronique, les histoires d'injustice viennent me chercher. Les histoires de dévouement viennent me chercher. Les gens qui se dévouent pour les autres. Tu sais, c'était une période qui était très... le début de la pandémie, là, mars-avril, tu le sais, là, pas besoin de faire un dessin aux gens. C'était extrêmement... c'est pas explosif, mais c'était lourd comme climat. Puis moi, j'avais... Comme tout le monde, je baignais là-dedans. J'étais à fleur de peau. Et les fois où j'avais les yeux pleins d'eau, c'est quand j'entendais parler d'histoires de gens qui se dévouaient. Par exemple, dans le fameux centre, le CHSLD Aaron, dans l'ouest de l'île. Écoute, l'histoire d'une infirmière... Non, pas une infirmière, une médecin qui est maintenant dans l'administration au CIUS, qui est dépêchée là-bas et qui, là, prend connaissance là, de visu de l'ampleur de la catastrophe. Il n'y a plus de personnel. Les gens sont laissés à eux-mêmes. On peut imaginer dans quel état. Et son premier réflexe, c'est d'appeler sa famille à l'aide. Son mari, c'est ton histoire, ses ça. 2 enfants, c'était mon histoire. Et écoute, quand je me suis fait raconter cette histoire-là par cette femme-là, j'avais les yeux pleins d'eau. T'sais, ce dévouement-là, pour les autres, moi, ça vient me chercher. T'es quel genre de collègue? Hey, je pense que je suis un bon collègue. Je sais que j'ai une face à claque. Je sais... Non, mais c'est quelque chose qui est dans ma face. Il y a quelque chose dans ma face qui dit un peu arrogant. Ou super arrogant. Je peux pas me battre contre ça. Fait qu'on on va même pas essayer de se battre contre ça. On va faire l'idée si elle est bonne. Ceci étant dit, il y a ça, il y a ce que je dégage. Comme je te dis, je pense quelque chose dans ma face qui dit un petit peu baveux. Mais comme coéquipier, je pense que je suis un bon coéquipier. Puis c'est important pour moi d'être dans des environnements de travail où, comme leader, je suis pas un leader négatif. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est super important parce que quand tu as ta face sur l'affiche, quand tu es au centre du projet, que ce soit à télé ou ailleurs, c'est facile de devenir un monstre.
C'est facile parce que la production est centrée tourne autour de toi. Tu es au centre de la production. Fait que c'est facile de dire « Hey, comment ça se fait que mon ketchup, c'est pas telle marque? » Tu comprends? C'est facile de devenir un monstre. Et il y en a beaucoup qui le sont devenus. Moi, je veux pas être ça. OK, on va vérifier. J'ai appelé quelqu'un, mais je suis pas sûr si ça a marché. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Ouais, allô? Allô? Alors, on parle à votre collègue. Patrick Lagacé est très capricieux sur les condiments. Quand c'est pas du Heinz, on le sait assez vite. Il n'est pas de l'American Whip, il veut de la vraie mayonnaise Hellman. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Tu le sais que tu dis de la boîte, PY. Sérieusement, PY, comme collègue, quand les caméras sont pas là au quotidien, il est comment, notre ami? Patrick Lagacé, il est d'agréable compagnie. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un gars cool. Là. Tu sais, les quelques fois, Patrick, qu'on s'est croisés avant de travailler ensemble, on avait toujours des rapports courtois. Je trouvais que c'est le genre de gars avec qui tu as envie de prendre une bière. Tu le croises, d'échange une couple de mots. C'est un gars qui a la jasette facile puis qui a de l'entre-gens. Il y a des gens avec qui c'est facile de faire ce qu'on appelle du bon small talk en bon français. Pat, qui inspire ça. Je pense que c'est un gars franchement sympathique. Pour ce qui est du travail, moi, j'ai vraiment rien à redire, Patrick. Je trouve que tu es un excellent employé. Je te réengagerai n'importe quand. Je regrette vraiment pas mon choix. Très bon. Et en terminant, tu me parlais des talents de Patrick lorsqu'il rédige ses articles. Ben, c'est d'écrire d'aussi beaux papiers quand tu sais que c'est tapé avec tes deux index. Tu sais, il y a les skills d'un enfant de 4 ans au clavier. Fait que tu dis, wow, de si belles chroniques qui ont été tapochées de cette façon-là sur un clavier dont il manque 4 touches. On dirait que ça enlève un peu de lustre à ta belle plume, mais n'empêche que, moi, j'aime toujours et encore lire mon bon vieux Pat. Il n'y a rien de mieux qu'un matin de fin de semaine, dire hey, t'as-tu lu Lagacé un matin? Je pense que c'est un gars qui est à son meilleur lorsqu'il parle de politique, lorsqu'il dénonce, lorsqu'il creuse des histoires. Mais moi, je préfère encore plus mon Pat qui va me raconter une belle histoire de dévouement, une belle histoire humaine, de résilience, une belle histoire de héros dans l'ombre. Je trouve vraiment que c'est la zone dans laquelle il excelle, même s'il excelle dans tout, là. Mais c'est vraiment dans cette zone-là que j'adore le lire. T'es fin. Merci. Ça recoupe ce que je disais tantôt. Merci, M. PY. Ciao. Ouais, ça fait plaisir. Pour l'argent, déposer ça via accéder. Oui, absolument. C'est déjà fait. Merci. Salut, PY. Bye. Salut. Fait que t'as pas d'endroité. T'écris des chroniques, puis là, comme un enfant. Mais ça, il y a des gens qui sont moqués de moi, comme Pierre-Yves, et je tape fort aussi. Je tape très, très fort, et je dis toujours la même chose. Écoute, même si je tapais 150 mots minute, je pense pas 150 mots minute. Fait que tu sais, c'est pas de la transcription. Fait que non, j'ai pas mon doigté, puis je suis pas le seul. Je travaille à la radio avec Philippe Quentin. Oui. Philippe Quentin, mon ancien rédacteur en chef à la presse, qui écrit depuis 30 ans et plus. Et Philippe, j'ai remarqué, il est à 2 doigts aussi. On n'est pas... souvent, là, on l'a jamais eu, le cours de doigté. Moi, j'ai eu ça en secondaire 2. Secondaire 5, dans le cours d'informatique, puis j'étais pas bon, puis ça m'intéressait pas. Puis, écoute, à l'université, pour montrer comment je suis vieux, là, en première année à l'université 91-92, je faisais mes travaux à la main. Il y avait des services, ça existait, il y avait des business de tu fais ton travail à la main et quelqu'un te le retranscrit. Toi, t'aimais mieux faire de l'overtime à la job? et écoute, quand j'étais au journal étudiant, j'écrivais mes papiers à la main, puis il y a quelqu'un qui les transcrivait la première année. Après ça, je me suis habitué. Mais je tape encore à 2 doigts et demi, là. C'est pathétique. Ça te tente pas de dicter tes chroniques puis de payer quelqu'un? T'es-tu malade? Mais non, le fun, c'est d'écrire, c'est d'être devant. Puis il y a quelque chose qui se passe entre ta tête puis tes doigts qui peut pas se passer entre ta tête puis les doigts de quelqu'un d'autre. Je pourrais pas dicter ça. Je pourrais jamais dicter ça. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Puis la petite voix intérieure est connectée sur mes doigts. Ça va me permettre d'aller vers le retour à la maison que tu animes. Oui. Dans ton show, il y a plein de monde. Puis l'autre jour, moi j'ai un rituel la fin de semaine, je brunch en écoutant l'émission dans les médias.
Puis, je t'ai vu comme pris dans un combat de boxe. Oui, avec Marie-Louise Arsenault. Ouais. Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Tu sais, parce que ce show-là, tu sais, c'est un show pas consensuel, mais tu sais, on raconte ce qui se passe. Ça jase. Puis là, tu t'es fait traiter de boys club, puis de... Ben, écoute, c'est une entrevue. D'habitude, quand je vais en entrevue, j'ai une bonne idée de où ça va s'en aller et pas. Et là, Marie-Louise, pour l'émission Dans les médias, m'a amené sur le terrain de « Hey, à 98.5, beaucoup de gars, pas beaucoup de filles. Écoute, je l'avais pas vu venir. » Puis là, les gens vont dire « Tu l'avais pas vu venir? » Ben là, on en parle, c'est dans l'air du temps, puis tout ça est vrai, François. Mm-hmm. Mais Christy, moi là, je finis le show, je saute dans mon char, m'en vais à la salle, me fais maquiller, j'ai ma journée dans le CUL. Uh-huh. Est-ce que je m'attends à répondre du manque de diversité de Cogeco au complet et des médias en général? Non, je m'attends pas à ça. Donc, il y a un bout, et c'est assez rare, où je suis comme un chevreuil qui est pogné dans les phares d'un 18 roues. Puis, il y a plein de choses qui sont difficiles à dire dans une entrevue où ça brasse un peu plus sur ce sujet-là. Il y a plein de choses que je ne veux pas puis je peux pas dire, ne serait-ce que parce que j'ai des obligations contractuelles. Ne serait-ce que parce que je veux pas blesser du monde avec qui je travaille en ondes et hors d'ondes. Et là, t'es pogné aussi pour expliquer comment ça marche la sélection, par exemple, des collaborateurs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Marie-Louise, qui était... Et c'était une très bonne entrevue. Moi, j'ai rien à redire. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu t'es fait piéger, elle t'a pas laissé parler. » Hey, been there, done that. Hein. J'en ai fait des entrevues comme ça. Là. Je ne vais pas dire j'ai été maltraité. J'ai été très bien traité. C'est une intervieweuse, comme j'ai dit, curieuse et allumée. Elle a fait l'entrevue qu'elle voulait faire. J'ai rien à redire là-dessus. Ouais, elle trouve un bobo par la mise. C'est parfait. Mais la vérité des choses, c'est dur d'avoir des conversations qui sont franches, honnêtes là-dessus, devant public. Avec des gens des médias, il y a peut-être des choses dont je peux parler qui vont être comprises instinctivement. Mais tu commences à dire des choses dans une entrevue semblable, et là, tu dis « Ah non, OK, non, je peux pas aller là. Je peux pas aller là parce que ça, par exemple, c'est un secret d'entreprise. Il y a quelque chose que je peux pas dire. Mm-hmm. Fait que live, tu es en train d'essayer de dire quelque chose, puis tu as un buffer. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais l'air hésitant. Je retourne sur le fait que t'es papa. L'adolescence, c'est quelque chose? Hein? 15 ans, là? 15 ans. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais c'est parce que ça doit pas être... S'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où ça doit être mauditement pas évident d'être adolescent, c'est présentement. Ça va à l'encontre de la logique d'être un adolescent, ce qu'on vit. Oui, parce que l'adolescence, c'est le troupeau. Oui. C'est la gang. Puis c'est être rebelle, puis c'est de faire le party, puis c'est de faire des affaires en cachette, dans le dos, mais là, ils sont dans ta face à la journée longue. Tout ça se fait. Ah! Je parle pour personne en particulier. Non. Mais pour tout le monde en même temps. Mais ça se fait... Écoute, la période très difficile, ça a été le printemps pour les ados, je pense. Puis on se comprend, on n'est pas dans un contexte de guerre civile. Il y a pire que ça dans l'histoire de l'humanité. Mais ça c'est comme dire à quelqu'un qui est pauvre au Canada. Puis sais-tu quoi, en Afrique, ils sont bien pires que toi. Ah ouais? Je comprends, là, mais t'es sur le point de te faire évincer puis t'as pas d'argent pour nourrir tes enfants. Qu'il y ait d'autres humains sur la Terre qui sont dans le trouble, c'est pas ton problème. Ton problème est le plus grand, tu comprends? Ouais. Fait qu'on soit pas en guerre civile, ça veut pas dire que nos ados ont pas souffert au printemps. Ça veut pas dire que présentement, ils renoncent pas à des choses, qu'ils vont pas perdre des contextes où ils se forment, ils se frottent à des expériences formatrices. Donc, moi, je refuse de rire de ça. J'essaie de le prendre avec un grain de sel. Il est grand. Ses amis sont grands. Je peux pas le checker 24 heures sur 24. Est-ce que les jeunes respectent 24 heures sur 24 les règles sanitaires? Sans doute pas. Est-ce qu'on est plus à même de se gérer nous-mêmes, de nous gérer, les vieux, les adultes? Je pense que oui. Donc, ça devrait compenser pour les écarts qu'eux font. Est-ce que ta vodka goûte l'eau? Il n'y a pas de vodka à la maison. Ah. Non. Fait qu'elle goûte pas l'eau. Je sais que c'est un vieux classique,
Mais en fait, il y a une couple de bouteilles que je devrais vérifier. C'est ça le truc, c'est que ça prend pas d'alcool blanc à la maison. C'est ça l'affaire. Écoute, je pense qu'ils vont s'arranger pour en trouver ailleurs. Mais moi, j'ai une approche... Qui a la bonne recette pour gérer la consommation des ados? Personne là. Hein. Puis je pense que même si tu essaies d'être hyper autoritaire, je suis pas sûr que ça va marcher. Ah, je pense que c'est même pas bon d'être trop autoritaire parce que c'est comme le chien qui est en laisse, il va japper puis il va casser la... Paf! Il va virer fou. Moi, j'insiste sur 2 choses auprès de l'ado et de ses amis. La première, c'est, écoutez, soyez avisés, sachez, essayez de savoir ce que vous buvez, par exemple, ce que vous consommez. Tu comprends? Absolument. Puis moi, j'ai déjà sorti les bouteilles, j'ai montré ça, c'est du 40%. Tu prends ça, tu mélanges ça. Écoute, ça goûtera pas bon. Puis en plus, ça va taper. Ouais. Le vin, ça c'est 11, 12, 13, 14%. Ça tape un peu plus. La bière, tu vas avoir un buzz, mais tu risques de pas être trop malade. Ça, c'est la première affaire. Sachez ce que vous buvez. OK? La deuxième, c'est faites attention à vous autres. S'il y a un nouveau chum qui est sous, vous ne le laissez jamais tout seul. Vous m'appelez, vous appelez les parents. On aura la conversation demain. S'il y en a un de vous autres qui est sous, puis vous le savez, c'est quoi être sous, là, qui est pas lui-même, qui n'est pas elle-même, vous les laissez pas partir avec quelqu'un que vous connaissez pas dans votre gang, vous les laissez pas marcher tout seul, allez les raccompagner, appelez un taxi, whatever. Moi, ça, c'est ma hantise. La petite fille là, à l'école à Laval, là, c'était mon école secondaire, ça. Ah oui? Oui, c'est le ruisseau où cette pauvre petite fille-là, c'est noyé. Ben, je l'ai enjambé pendant tout mon secondaire 1, 2, 3 parce que je marchais jusqu'à l'école. Donc, tes amis sont sous, c'est pas une faille morale, t'as pas tué personne, restez entre vous autres, faites attention à vous. J'insiste sur ces 2 affaires-là, puis après ça, François, c'est à la grâce de Dieu. Tu disais tantôt en blague que 3 chroniques, ça te prend 6 heures dans une semaine. Une journée dans la vie de Patrick, ça ressemble à quoi? Ben, je me lève tôt. Je me lève tôt et j'écoute Paul Arcand le matin. Quand je suis en voiture... C'est dans ton contrat, ça? Non, mais Paul, t'as une excellente idée de ce qu'est l'actualité qui est importante, OK? En auto, là, je switch, je vais écouter aussi un peu ce que la concurrence fait à Radio-Canada. J'écoute les Anglais un peu. Le matin, donc, chez nous, je lis les journaux. Et si j'ai à écrire, généralement, j'écris le matin. Parce que écrire après le show de radio, si c'est quelque chose qui est arrivé pendant la journée, pendant le show de radio, qui est incontournable, là, je vais y aller. Mais sinon, quand je sors du studio de radio, je suis fatigué. Il y a un ressort qui est moins là. S'il y a un truc immense dans l'actualité, là, le ressort va être là. Tu comprends? Je vais l'adrénaline, etc. Tu sais. Là, je vais écrire le soir. Sinon, j'écris le matin. Puis, écoute, c'est le matin que j'essaye de bouger un peu, de prendre mon bicycle, d'aller sur la montagne. OK. Juste 2 minutes sur revenir sur l'épisode des mandats, des coups de policière. Puis c'est un film qu'il va falloir faire avec ça, maintenant. Ben, le film à faire, c'est sur à quel point la police est pourrie au Québec. Plus que sur mes affaires. Parce que les histoires d'espionnage de journalistes de 2016, de l'automne 2016, on approche là, des 4 ans. Là. Tout ça explose le 31 octobre 2016. Puis finalement, on apprend que c'est pas juste moi, il y en a d'autres qui avaient été espionnés par la SQ dans le passé, etc. Tout ça a été permis parce qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de la police. Puis je parle pas des gars et des filles qui sont dans le véhicule de patrouille ou qui font des enquêtes. Pour accéder au plus haut poste à la police, c'est Game of Thrones rencontre House of Cards. OK? Il y a quelque chose comme un sport, un combat à la mort. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Écoute, dans les dernières années, le SPVM a perdu son chef, la SQ a perdu son chef et l'UPAC a perdu son chef dans des circonstances tout à fait différentes, mais il y a ceci de commun qu'il y a toujours des intrigues. Ouais. Toujours quelque chose de nébuleux. Pas clean, de nébuleux. Des petites haines entre individus dont les parcours s'entrecroisent. Il y a quelque chose de pas sain. Le film à faire, il est là.
Et il y a une série qui se fait là-dessus en filigrane qui s'appelle District 31. C'est ce que j'allais dire. Il y a tellement de vrai là-dedans. Ben oui, Luc Dionne est un bon reporter, a des bonnes sources. Un photographe. Va chercher des bonnes infos et transforme ça en fiction. Est-ce que ça fait qu'on perd confiance dans le système? Oui. Je pense que oui. Tu peux pas avoir une police qui est en déroute comme ça au Québec depuis plusieurs années sans qu'il y ait un impact sur la confiance du public. Faire des interventions, au sens large, là, comme tu fais, c'est clairement avoir un désir de faire bouger certaines choses. Ta plus grande fierté que tu as réussi à faire bouger. Mon Dieu. Peut-être pas la plus grande, là, mais une qui te passe par la tête. Là. Tu fais, ouais, ça, là, yes. Ça va tellement vite, là, je le sais pas. Ah oui. La fierté, tu sais, c'est des fois... Écoute, des fois, tu fais un appel puis ça se règle. C'est parce que c'est le beat aussi en même temps. Avec Oui. OK, demain, ta vie est un perpétuel deadline. Je te disais tantôt, quand je suis allé chez Marie-Louise Arsenault, il y a des gens qui m'ont dit « Hey, t'aurais dû savoir que tu te ferais poser la question là-dessus. » Des fois, ça va tellement vite. Comme je t'ai dit, je sors du studio, rentre dans mon char, direction ouest, au studio, à la salle, puis je m'assois là. Tu sais, j'ai pas toujours le temps de réfléchir à certaines affaires. La chronique, j'y réfléchis beaucoup. La question, l'entrevue importante, là, il y a une réflexion, mais des fois... Fait que ça, quand tu me demandes ça, hey, la chose dont tu es le plus fier, mon Dieu, je sais pas. Donc, ceux qui te regardent aller et disent « OK, là, c'est Machiavel, il y a un agenda caché. » Hey boy! J'aimerais tellement ça, te dire comme j'aimerais avoir le temps d'avoir un agenda caché. J'ai même pas d'agenda. Hey, écoute, ce qui est important, c'est le prochain deadline, tu sais. Oui. En terminant, 2 petites questions rapides. Dans ton Facebook, tu nous parles de ta croyance religieuse. Mon Dieu, non. Oui, c'était dans dans ta description. Croyance religieuse, YouTube. Hey, écoute. C'est ça qui est écrit. Ben, va falloir que je le change parce que Facebook est né en 2004-2005, mais est devenu grand. Athée de YouTube. Est devenu grand public, je te dirais, 2006-2007, puis j'avais mis ça. et j'étais encore très dans YouTube. YouTube était encore très populaire. Tu vois que t'es à un print screen de te faire, hein? Mon Dieu, la honte. Non, mais j'aime encore YouTube. Mais disons que ça résonne moins dans ma vie que ça résonnait quand j'étais fin trentaine. Fait que ce serait quoi la religion du jour, là? Mon Dieu. Les faits? OK. Yoda. OK. Yoda m'accompagne depuis mon enfance. Dans ta description Facebook, là, tu vas peut-être vraiment avoir changé de main, là, je m'excuse. C'est t'écris dans le jus. Ouais. Mais je me soigne. Ouais. Dans quelle année t'écris ça? Dans le jus, mais je me soigne, ça fait peut-être 2 ans à peu près. Ouais. Mais ça me décrit bien, dans le jus. Puis là, je me soigne. C'est un objectif ou... On aspire tous à quelque chose de plus grand que nous. J'essaie de me soigner. J'essaie d'être moins dans le jus, mais c'est tough. Écoute. Merci beaucoup. Merci à toi. Excellente... excellent contexte d'entrevue, excellente question. Ben, ça prend des bulles pour dire toutes les shows de TV. Même, regarde, 2 hommes en or, vous faites ça. On saoule tous nos invités à ce temps pour les faire jaser. Ben oui, écoute, j'ai pris 3 gorgées. Je demande, c'est ultra quétaine, mais si je le fais, si j'invite des gens à venir s'asseoir devant mon micro, c'est parce que je sais qu'intrinsèquement, qu'effectivement, qu'à la fin de l'entrevue, la conclusion, c'est de dire le nom du podcast. Parce que c'est du monde qui le pense et le ressente. Alors, dis-nous le nom. Et je veux... Il dit, j'aime ça. C'est quoi le nom? J'ai oublié. C'est quoi le nom? Regarde, tu vois le tatou que j'ai ici? Oui. Ça, c'est le soundwave du nom. Oui. J'ai oublié. Ah ouais, ça va trop vite. Je t'ai dit, je suis dans le jus. C'est La vie est... belle. Redis-le. François, la vie est belle. C'est chien, hein? Non, mais c'est un bon titre de podcast. Positif. Ça finit bien, en plus. Ça finit bien. Ça finit bien mon lundi. C'était La vie est belle. À la prochaine.